Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission FDM Toulouse Foot, celle qui parle du TFC pendant une heure, la seule de la bande FM à le faire. Bienvenue si vous nous regardez en live, bienvenue si vous nous écoutez en podcast, bienvenue dans la 346e feuille de match avec une composition que je vous livre dès à présent dans les cages gardiennes de la technique vidéo, des réseaux sociaux aussi, de vos jolis commentaires qui lient et qui censurent parfois. C'est Vincent, comment ça va? Ça va super, et toi Sacha, comment ça va? Ça va très bien. Tu as été victime de censure, c'est pour ça? Tu vas en témoigner? Non, je livre la vérité aux auditeurs, je pense qu'ils y ont droit. Ok. Quelle merde de merde. En défense, on retrouve notre très cher Fred qui va devoir pallier à l'absence de nombreux chroniqueurs aujourd'hui. J'espère qu'il est en forme. Ça va, Fred? Ça va très très bien. Il a une défense immunitaire, je peux la faire ou pas? C'est autorisé. Au milieu de terrain, ça sera notre très cher Rémi qui est à l'origine du débat du soir. Donc j'espère que lui aussi est en forme parce qu'on va avoir des choses à dire. Comment ça va, Rémi? En très grande forme. J'espère que vous allez bien aussi parce que je suis bouillant. Beaucoup de jeunes très chers ce soir. Ah ouais. Oui. Et en attendant que Nadia arrive, on va aussi accueillir notre attaquant. C'est l'animateur de la feuille de match le mardi, mais là il va jouer blessé ce soir. On lui souhaite le meilleur pour cette première partie d'émission qu'il va faire en cabine. C'est Camille, comment ça va? Ça va très bien. Moi aussi je suis bouillant, mais c'est pas pour la même raison. C'est juste que j'ai une petite K40 de fièvre à la maison et ça me tient. Ce soir c'est les 38? Ce soir c'est les 39. Alors on embrasse les absents Nathan, Elliot, Clément, Mathilde, Ben, Arthur et Oxens. On attend Nadia comme je vous l'ai dit. Et je vous donne le programme de cette émission. Donc évidemment l'actualité du TFC. On vous donnera le calendrier de ce week-end pour les féminines, pour l'académie. Et on aura notre débat. Quelle place viser au classement par rapport au niveau de l'équipe? Commencez à préparer vos arguments. Si vous voulez réagir, on aura aussi la preview de TFC Nice avec Pancho au téléphone, supporter niçois. Et si vous voulez interagir avec nous ou nous appeler, ça se passe au 05 61 80 40 40. Sinon, on attend vos messages sur nos réseaux sociaux, le compte Twitter FDM Toulouse Foot, les lives sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, la feuille de match et la Radio Occitanie au 98.3. Est-ce qu'on a des gens qui sont connectés, Vincent? Eh oui, on a Jeffaka, Fumo et Mouimed sur Twitch qui nous dit Yo les nazes. Sur YouTube, je vois aussi Guy, je vois aussi Adam. Et je crois que j'ai oublié Olivier sur Facebook. On salue tout le monde. Je me sens pas concerné par ce salut les nazes. C'est un auditeur très fidèle que tu pourras avoir au téléphone d'ici un petit quart d'heure. Voilà, je balance. Allez, on est parti pour la 346e feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on attaque cette émission avec une bonne nouvelle, même deux bonnes nouvelles, puisque c'est l'info qui a été partagée par le club aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De retour à l'entraînement, on sait que la liste des blessés était longue au Toulouse Football Club. Et on a nos deux capitaines qui sont de retour, Vincent Siro et Rasmus Nicolaisen, qui étaient tous sourires aux abords du terrain. Donc ils ont repris l'entraînement, ils devraient revenir dans le groupe assez vite. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous pour dire que c'est ce qu'il nous fallait pour... peut-être repartir sur cette fameuse série positive qu'on recherche là sur la deuxième partie de saison. Même tu peux même plus loin de la conférence de presse de Carles, ça serait carrément, il postule à une place dans le groupe. Pour le coup, là dès ce week-end au final. Donc surprenant. Mais c'est un petit peu dans la lignée des derniers grands blessés au TFC, un peu comme un Bouklal qu'on n'a pas de nouvelles pendant des mois, puis d'un coup on te dit la semaine prochaine il revient. Donc tant mieux, en espérant que tout se passe bien et que ce soit pas trop tôt surtout. On pourra surtout bientôt faire ce fameux débat de qui doit quitter la défense centrale pour Nicolaisen que tout le monde attend. Donc on verra bien ce que ça donne. Rémi, Fred, bonne nouvelle, ces deux gars quand même, c'est deux tauliers maintenant de cet effectif. Hein. Ouais, c'est deux piliers de l'effectif, régulièrement titulaires. Donc ils quittent l'infirmerie. Ça regarnit le groupe et ça redonne des possibilités et quelques certitudes supplémentaires à Carles. On a l'impression que Siro il arrive un peu comme une recrue au milieu de terrain. Tu m'as devancé, j'allais dire que ça va compenser le non-recrue du TFC. Non, c'est des bonnes nouvelles pour le coup. Alors après, il va leur falloir certainement un petit peu de temps avant de revenir, mais globalement, puisqu'on va jouer deux compétitions, c'est bon à prendre. On enchaîne avec des nouveautés sur nos internationaux, surtout chez les jeunes, Vincent. Et oui, on a eu quelques jeunes qui ont été sélectionnés cette semaine. C'était les semaines internationales pour nos jeunes. On a un autre qui a été convoqué, c'est Mehdi Arfi, l'attaquant de la réserve, qui est arrivé cet été en provenance des Jardins de Bordeaux. Il est actuellement en stage avec les U20 du Maroc. Donc félicitations à lui, le grand successeur peut-être de Yanis Begraoui.
Ou est-ce qu'on lui souhaite vraiment? Non. Non. Nouvelle news Mercato qui vient de tomber à l'instant. C'est Nadia qui vient d'arriver en cabine. Comment ça va, Nadia? Je m'attendais pas à ça. Bonsoir tout le monde. L'effet de surprise. Ouais, ça va très bien. Très très heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps. Plaisir partagé. Exactement. Allez, on se remet dans le vif du sujet puisque on connaît aussi l'horaire de diffusion du quart de finale de Coupe de France féminine pour le TFC qui, vous savez, se déplacera au Havre. Donc ce sera sur la chaîne YouTube de la FFF. Donc on rappelle l'horaire dimanche 9 février 14h30, donc accessible gratuitement en ligne. Donc de quoi suivre un petit peu toute cette épopée et espérer la qualification. Le Toulouse Football Club qui fait parler de lui comme tous les mois. Et oui, c'est le bilan, comme on arrive à la fin du mois et qu'on va passer sur un nouveau mois, donc une nouvelle cause. En janvier, c'était ABC Muco, une association qui lutte contre la mucoviscidose en Occitanie et qui aide aussi les patients et les proches des patients. Le match dédié à la cause, c'était TFC Strasbourg, un stand sur le parvis, un espace dans les hospitalités avec prise de parole, des messages sur les panneaux LED et sur les écrans géants du stadium. Lors de ce match, le coup d'envoi fictif a même été donné par 3 bénévoles atteints de cette maladie. D'autres actions ont eu lieu, comme un concert, une rencontre d'un des jeunes, Youssef, avec le président Komoli, avec Abouklal, avant le match de Strasbourg, justement, et aussi une visite à l'hôpital de Rasmus Nicolaïsen. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire des dons ou vous renseigner sur abcmuco.com. 2 news qui viennent de tomber. Là, Jérémy qui vient de me montrer la nouvelle collection des Canaries du Toulouse FC, puisqu'on a des fabuleux maillots jaunes. Oui, c'est dégueulasse. Les nouveaux warm-up, ouais, oui, avec Volt ou je sais pas quoi. Je sais pas ouais, c'est ça. C'est moche. Bon, après, ça ressemble à ce que le Stade Toulousain a voulu faire l'année dernière, avec leur maillot blanc et jaune. Là, mais c'était moche. J'ai l'impression que c'est un peu tendance. Dans l'autre sens. Ça n'empêchera pas que c'est pas joli, mais ça, après, c'est mon avis personnel. Mais c'est blanc et jaune, non? Parce que de loin, j'ai écrit l'image sous les yeux, mais c'est jaune-gris, ouais. C'est un espèce de fluo, ouais. C'est de la merde, ok. Et la deuxième nouvelle qui vient de tomber, c'est à 20h pile. J'ai la communication sous les yeux. C'est l'officialisation du départ de Denis Genreau qui vient de tomber. Ah ouais. À l'instant. Genreau est tombé ? Il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Il quitte le club. Donc voilà, Denis Genreau, il y avait des rumeurs qui ont circulé hier soir déjà, toute la journée aujourd'hui. Le départ est officiel. On se souviendra de tout ce qu'il a apporté. Ça fait mine de rien quelques années qu'il était là. Au TFC. Salut mon pote. Donc encore un joueur en moins au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'on en pense de ce départ là qui vient d'être officialisé? Denis, c'était un bon gars, un bon joueur. Est-ce que tu as une musique triste? Il n'y a pas un jingle là-dessus? Il n'y a pas. Ouais, un truc. Non, c'était moi ce que je retiens sportivement de lui, c'est son but contre Nîmes la première saison. Il arrive chez nous, donc on était en Ligue 2 et donc il nous offre le titre. Un joueur qui a jamais posé de soucis, une personne qui avait l'air très bien intégrée, qui posait aucun souci, le genre idéal quoi en fait. Mais qui a été sa progression freinée par une blessure qui l'a mené à quitter la rotation et qui a eu aussi un petit peu de mal à franchir le step de la Ligue 1 quoi, puisqu'il s'est jamais vraiment imposé. Donc on va lui souhaiter bonne chance puisque donc il part donc au Deportivo La Corogne, un ancien club prestigieux espagnol qui est en Ligue 2 maintenant et qui vient de monter. Ouais, qui est dans qui joue le maintien. Ouais, voilà, qui joue le maintien donc en D2 espagnol. Et j'ai envie de dire, c'est son niveau, quoi. Il part dans un club de son niveau, il aura du temps du jeu, j'espère, beaucoup plus qu'ici. C'est un profil qui correspond aussi en Espagne, je trouve, donc ça peut être sympa pour lui, peut-être qu'il veut s'épanouir. Mais chez nous, c'est clair qu'il n'a jamais su s'imposer en Ligue 1, quoi. Il y a quand même un côté je t'aime moi non plus, où à chaque fois qu'on croit que c'est la fin de son histoire, il arrive à revenir, à regagner du temps de jeu. Là, il était titulaire contre Montpellier. Au final, il s'en va, donc on va retenir ce que tu parlais, les saisons en Ligue 2, mais au final, en dehors du fait qu'on a peut-être un manque numérique au milieu de terrain, c'est peut-être la meilleure solution pour le club et pour le joueur. Ouais. Faut pas faire de sentiments dans le nouveau foot moderne, et même s'il y en a encore beaucoup des sentimentaux. Mais Denis, c'était un bon gars, comme tu l'as dit, Fred, on a eu l'occasion en plus de le rencontrer, d'avoir un entretien avec lui. C'était vraiment un bon gars, un bon petit joueur, mais niveau Ligue 2. Il n'a pas su passer le cap et il aurait pu dépanner Ligue 1 mais bas de tableau. Mais après voilà, ça n'a jamais été un top joueur et sa blessure lui a fait peut-être pas passer le cap qu'il fallait à un moment donné. Et au TEF, on le sait, on sait comment ça marche et puis voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Non.
On lui souhaite bonne chance du côté du Deportivo, club mythique. On espère qu'il réussira à remonter la pente là-bas. Et on enchaîne avec la dernière news de cette section chargée. C'est tout simplement le compte-rendu de notre ami Nathan, président des Handy Tolosa, qui était en déplacement du côté de la LFP, puisqu'il y avait une réunion avec les groupes handy-fans de plusieurs clubs professionnels. Donc on lui a demandé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Voilà où part l'argent des t-shirts et le reste. Donc on a participé à une réunion au siège de la LFP mercredi, à l'initiative du pôle RSE de la Ligue, qui a décidé d'axer donc son travail, en plus de ce qui est fait sur les sensibilisations aux violences sexistes et sexuelles, ou l'homophobie et le racisme par exemple. Donc ils ont décidé aussi d'axer sur le handicap. Il y avait donc autour de la table les membres du pôle RSE de la LFP et différents représentants d'associations de supporters. Donc la Ligue, elle envisage de mettre en place des référents supporters en situation de handicap. Ils encouragent fortement aussi que d'autres associations elles se montent et qu'on soit quelque part le relais pour répondre aux questions des supporters d'autres clubs qui souhaiteraient monter leur groupe. On a fait un point sur ce qui a été mis en place dans les clubs et dans les associations, donc les abonnements, les dispositifs d'accueil, les outils mis à disposition pour les handicaps sensoriels, visuels et auditifs par exemple. Et il y avait également beaucoup de temps d'échange sur les différentes pratiques dans chaque club. Ça a donné lieu à quelques points de désaccord, mais l'idée en fait c'est de pérenniser ces groupes de travail, se réunir avec tous les groupes de supporters pour créer une charte commune, pour faire avancer la cause du supporterisme à tous les supporters en situation de handicap. Donc l'idée ce serait d'harmoniser les pratiques et de travailler tous ensemble pour que si on est supporter d'un club, qu'on aille à Marseille, Paris ou Lyon, qu'on ait les conditions d'accueil qui soient partout pareilles, mais qu'il y ait cette amélioration qui soit proposée dans les clubs de la Ligue. Voilà, court bilan de ce qui s'est passé là-bas. Bon, il y a des paroles, il y a des projets qui ont l'air de se mettre en place. On verra si ça se traduit par des actes derrière. Et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler avec Nathan dès qu'il reviendra dans l'émission pour qu'il nous donne un peu plus de précision. Notamment les feuilles en forêt. Il ne nous a pas donné des informations. C'est tout ce qui lui arrive à Nathan quand même. Moi, je suis trop content. Non, mais moi, je suis trop content. C'est d'une idée à la... un ambassadeur, quoi. Ouais, de ouf. Et en vrai, nous, on a eu d'autres vocaux un peu plus détaillés. Et ce qu'il fait, c'est chouette. Et tout le monde ne travaille pas aussi bien qu'à Toulouse, entre guillemets, sans le saucer, quoi. Et surtout, ce qui est assez intéressant pour le coup, c'est que pour le coup, Toulouse était vraiment un club qui était en retard, pour le coup, vraiment, quand c'était pris par Manon Lombard et d'autres personnes au niveau du TFC. Et maintenant, c'est devenu vraiment un club qui est moteur, leader et qui même plutôt en avance sur certains points. Ils ont un moteur aussi sur les... Oui. Je vois que tu voulais en venir. Ça avance. Vous avez raison. Ça roule. On félicite le travail d'Handy Tolosa bravo, de toute façon dans cette émission. Et adhérer. C'est des écharpes. Ah oui, ils ont des écharpes en HD maintenant. Donc il n'y a plus les écharpes fous dans Handy Tolosa. Maintenant, c'est de la HD si jamais vous voulez commander. Écharpes, t-shirts, stickers, même l'adhésion, ça soutient, ça fait toujours du bien. Et il faut un gros travail, donc continuez à les soutenir. On va continuer avec le calendrier des féminines et de l'académie. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas bon. C'est bon, ça, voilà. C'est bon. Allez, il y a un gros calendrier ce week-end pour tous nos jeunes. On commence avec la Fabrique Violette qui nous a donné les infos sur la préformation. Comme à chaque fois, on les en remercie. Les U14, ils joueront un match amical contre Albi sur les annexes du stadium. Les U15, ils se déplacent à Figeac Cap-de-Nac et les U16 se déplacent à l'Union Saint-Jean avec un arbitre qu'on connaît bien parce que c'est une certaine Mathilde que vous avez peut-être déjà entendu sur les antennes de cette émission. Ouais. Faut croire qu'elle préfère se tourner vers l'arbitrage plutôt que de partager le micro avec certains ici. Voilà, écoute, conseil au capitaine, si avant le match il parle un petit peu du mercato de l'Olympique Lyonnais, il y aura moyen que... En ce moment, je suis pas sûr. Ah ouais, je pense pas qu'elle sera un petit peu plus douce sur les cartons ou pas. Non. On enchaîne avec le programme de l'académie. Pas de match 1 et 3, mais quand même... du foot pour nos U23. Oui, le passionnant Challenge Espoir, la 3e journée de ce championnat, de ces oppositions U23. Ils sont trop vieux pour appeler ça des plateaux, je pense. Ils défieront le PSG dimanche à 13h au centre d'entraînement de Poissy, à huis clos, bien sûr. Donc on verra le groupe qu'il y aura, le groupe qui sera forcément amputé, puisque les U18 auront leur 16e de finale de Coupe Gambardella. Oui, samedi, c'est le gros match de ce week-end, puisque c'est le 16e de finale de Coupe Gambardella, qui sera samedi à 14h du côté de Pau, au Noust Camp. Donc on aura certainement des joueurs, comme tu le disais, qui jouent d'habitude en réserve, qui seront rapatriés pour essayer d'aller chercher la qualification et pourquoi pas se fixer un objectif dans cette Coupe Gambardella. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est dans le grand stade pour le coup. C'est pas une annexe, ça. Ils jouent sur le Noust Camp, donc c'est quand même sympa aussi comme médiatisation. Et l'avantage, c'est que c'est quand même une équipe de régionale en face, alors que Toulouse est une équipe de nationale.
On verra bien ce que ça donne. On espère que nos pitchouns feront le travail, tout comme nos féminines, puisque vous pouvez refaire comme dimanche dernier l'enchaînement féminine Ligue 1 si vous le souhaitez ce dimanche au Stadium. Les filles reçoivent Saint-Malo à 11h sur l'annexe 1. Saint-Malo qui est encore une fois un gros match pour nos violettes, puisque c'est l'équipe qui se situe juste derrière au classement et contre qui le faux pas n'est pas permis. On rappelle que devant Le Mans à la seconde place, c'est à 3 points, donc les enjeux sont gros. Elles auront besoin de soutien, on vous invite à y aller encore une fois. Le match de Ligue 1 est à 15h, donc il y aura moins de temps d'attente que dimanche dernier. Donc tout est réuni pour voir une belle journée de football au Stadium. Normalement, on a des retours qui devraient arriver, comme nous l'avait confirmé le coach la semaine dernière. Celle qui était au repos pour la Coupe de France devrait être dans le groupe ce dimanche. Donc on devrait avoir pratiquement un groupe pratiquement complet pour pas ce choc, mais ce gros match de la phase retour qui devrait continuer d'être sur cette bonne lancée et d'aller chercher un petit peu mieux que ce qu'elles ont pour le moment, sans dire le mot monter, quoi. J'ose demander s'il y en a qui ont prévu d'aller les voir autour de cette table. Oui. Si quelqu'un veut bien garder ma fille, oui. Non, mais je veux bien aller voir le match. Donc, tu peux l'amener ? Ah oui, non. Tu peux l'amener dans le vestiaire de Saint-Malo pour qu'il y ait une épidémie avant le match ? Je l'ai fait tousser comme ça. Non, mais c'est vrai que par contre, oui, moins longtemps à attendre, ça c'est cool. Parce que la semaine dernière, c'était un petit peu long et il faisait froid, quoi. En bonne compagnie, ça passe toujours vite. Oui, c'est vrai. On était 12 au début, puis 2 à la fin. Voilà. Ça valait le coup pour la magie de la coupe. Exactement. L'équipe R1 de son côté recevra aussi recevra tout court sur les annexes du Stadium. Ce sera Canet-en-Roussillon, c'est samedi à 20h, donc demain soir. Canet est 8e, le TFC toujours co-leader, donc il y a une série à continuer. Il y a des points à aller chercher pour continuer ces bonnes performances à tous les échelons. Et on termine avec nos U19 qui se déplaceront du côté de Bourg-Péronnas dimanche à midi, et qui a perdu son premier match. Voilà, c'est le deuxième match où l'objectif c'est d'être dans les 4 premières sur 6, puisque c'est les 2 dernières qui descendent. Donc une victoire, logiquement, te met quand même bien. Le coach a dit objectif tout gagner. Oui, c'est vrai. Donc, c'est faisable, logiquement. Oui, on a eu failli avoir un perfect dimanche dernier. Oui. Ouais. Donc si on pouvait en avoir un au moins sur un week-end, on dirait pas non. On vous rappelle que ce programme il est en ligne depuis 16h sur nos réseaux sociaux, la feuille de match, et que vous avez tous les lundis à 16h également les résultats qu'on débriefe le mardi dans l'émission. Mais n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux pour suivre en temps réel tout ce qui va se passer. Et nous on va enchaîner avec notre débat. Je vous rappelle, c'est Rémi qui a initié ce débat. Je l'attends autour. Comment on balance les mecs, c'est moche. Quelle place doit-on viser ? Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. Rémi Larrieux sur Twitter. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. En vrai, de base, c'était pas tout à fait ça la question aussi. Ouais, elle a été censurée. Si on veut tout balancer, c'était pas. Si, mais on va y venir, on va en parler dedans. En fait, c'est juste un titre qui est plus ouvert pour venir parler de ce que tu veux parler. Voilà. Ça s'appelle un débat. Le titre, on dirait. Vas-y. Valeurs actuelles. Cite-moi-en 2 autres pour close de femmes actuelles. Causeur et minutes. Voilà. Allez, nickel. Paris Turf. Bon, ce débat, forcément, ça soulève des questions puisque on se demande comment juger un peu cette équipe du TFC. On est 10e à l'heure actuelle. On a terminé la phase aller à la 8e place. Depuis, on a pris qu'un seul point du côté de Lyon en déplacement. Mais voilà, on a une équipe qui marche un petit peu par période. On a eu un début de saison très compliqué où on mettait pas un pied devant l'autre. On a eu ensuite cette série de victoires qui n'était pas arrivée depuis 10-15 ans, je crois, dans l'histoire du club, avec aussi beaucoup de clean sheets. Et maintenant, on a l'impression qu'on revient un petit peu sur une période plus délicate où on n'arrive pas à gagner à domicile et où on stagne un petit peu. Donc la question, c'est comment juger les performances de cette équipe-là. Et puis la question de ce débat aussi qui est soulevée, c'est est-ce que finalement on est à notre place ou pas, et qu'est-ce qu'on devrait viser ? Là, on est 10e, on était 8e à la phase aller. Est-ce que pour vous, c'est la place du TFC ? Ou est-ce qu'on se voit peut-être trop beau ou peut-être pas assez ? J'en sais rien. Fais-toi plaisir, Rémi. Alors, en fait, c'est vrai que depuis quelques semaines, pour ceux qui sont très attentifs à la feuille de match, je suis toujours dans la position de dire que je trouvais que malgré cet enchaînement de victoires que tu as très bien souligné, Sacha, en fait, il y avait ce ressenti qu'on était qu'on surperformait, en tout cas au classement, je parle. C'est-à-dire que quand on est arrivé à notre point culminant de la 7e égalité, si j'ai bonne mémoire, quand Auxerre est 7 et nous 8e,
pour moi, c'est très flatteur à ce moment-là, notamment quand on voit le contenu des matchs. Et c'est vrai que pour le coup, alors ce débat, j'aurais eu le même discours. C'est pas parce que on a enchaîné un point sur 9 là, sur la série que je change d'avis. Mais en fait, c'est vrai que j'ai cette impression-là qu'avec cet effectif en l'état actuel des choses, et je sais qu'après derrière, vous allez certainement rebondir sur des stats ou autre chose, mais sur ce principe de ressenti, pour moi, on est largement à notre place. Et j'appuie vraiment sur le largement à notre place. Et qu'avec alors je dis pas qu'on joue le maintien, hein, je suis pas en train d'arriver là. Genre 12e quoi. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement cet effectif-là, la profondeur, on a vu que quand il y avait des absences, c'était compliqué. On l'a vu sur les dernières sorties, qu'en termes de jeu, c'était compliqué aussi, et que je pense que dans l'état actuel des choses, tu finis 12, tu finis 13, ça me choquerait pas. Donc pour toi, on est à notre place, voire un petit peu plus haut que ce qu'on devrait. Ouais, après pour moi c'est le top, le 10 en fait, et je dirais le top classement. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais pour moi c'est le max que tu peux aller chercher avec cet effectif et puis dans cette configuration là. Bah écoute, pour te répondre, on va demander à l'auditeur qui nous a rejoint. Il y a un certain Mehdi qui est avec nous au téléphone. J'espère qu'il nous entend. Alors, est-ce qu'il nous entend? Oui, je pense qu'il nous entend. Mais que nous, on l'entend pas. Là... Ouais, c'est lui le naze, en fait. Est-ce que le micro blanc est allumé, tout dernier? Est-ce que le micro blanc est pas... Oui, là. Là, c'est normal. Et voilà, ça censure. Ouais, bah tu m'étonnes vu le... Vas-y, attendez, on fait des essais. On va faire les petits réglages techniques. Normalement, ça va être bon, là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Mehdi. Ah, je croyais qu'il y avait beaucoup de censure. Salut, Mehdi. Ouais, ça va les gars? Ça va, et toi? Est-ce que tu as entendu ce que Rémi venait de dire à l'instant? T'es où, Rémi? Ouais, j'ai entendu, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui, ça va peut-être l'étonner. Je suis pas d'accord. Ouais. Non, je suis très d'accord dans la qualité de l'effectif, la profondeur de l'effectif. Je pense que c'est un progrès qu'il faudrait avoir dans le futur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs très complémentaires, on a beaucoup de joueurs avec des qualités, mais on a beaucoup de joueurs unidimensionnels. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs qui sont bons, mais que sur certains trucs. Et qui performent pas sur plusieurs domaines. Voilà, on sait que Gbo, sa qualité, c'est d'éliminer. Aboukel, c'est de faire des appels. Cresswell et Nicolaisen, c'est de gagner des duels à la tête. Caceres, c'est de récupérer des ballons. Mais voilà, on n'a pas ces joueurs, moi je trouve, qui font plein de choses, qui font plus de choses à très haut niveau. Et effectivement, je pense qu'on a un effectif 10-12 de Ligue 1. Et on arrive parfois à surperformer parce qu'on est une équipe en place, parce qu'on est une équipe qui bosse, parce qu'on a des bons mecs. Et s'il y en a qui ont la mauvaise idée de se casser la gueule devant, nous on est là. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, et que si on finit en fin de saison 6, 7, 8, j'en sais rien, allez, 6 ça me semble un peu haut, mais 7, 8, c'est parce que des effectifs avec des meilleurs joueurs que les nôtres auront un peu sous-performé, mais parce que nous on travaille bien. Voilà, nous on travaille bien. Mais on tire le maximum, je trouve, de cet effectif-là, et c'est très bien. Et enfin, je trouve ça juste super de pouvoir dire ça quelque part. En soi, c'est un peu le discours de Damien Comolli depuis le début, de chercher à surperformer et à justement attirer le meilleur, voire encore un peu plus de joueurs qui paraissent limités ou qui coûtent très peu cher. Donc ce que tu décris, Rémi, tu sonnais peut-être, je sais pas, un peu différemment, mais ce que Mehdi tu décris, ça sonne quand même positif, et il y a un axe de progression qui se dégage de ça. Effectivement, j'ai pas utilisé le terme unidimensionnel depuis très longtemps. Moi j'en mets personnellement, hein. Je sais pas si je savais même pas que ça existait. Non, mais après par rapport à ce que tu dis, Mehdi, et par rapport à ce que dit Rémi aussi,
Oui, on n'a pas un effectif top 3, ça on le sait. Oui, on maximise notre effectif et ça a été dit par le président qu'on veut un groupe restreint, qu'on veut pas beaucoup de joueurs, qu'on veut maximiser. Donc dans ça, dans ton contexte, tu as très peu de bancs et très peu de profondeur et les joueurs que tu as répondent pas présents. Donc bien sûr qu'on superforme un petit peu, mais tu vois, je vais revenir sur le resto, hein, Rémi. Quand on parle des restos, typiquement, je te dis, pour moi, on a un effectif entre 9 et 12, mais comme la Ligue 1 est faible et qu'à côté c'est compliqué, si on superforme un petit peu, on peut accrocher cette place-là. Et je pense sincèrement qu'on va le faire parce qu'on me dit qu'on joue pas très bien. Mais donnez-moi une équipe qui joue bien en Ligue 1, hormis peut-être Lille où c'est pas trop mal. Lyon, quand il y avait Pierre Sage, c'était pas trop dégueu non plus. Mais ça, c'est pas notre championnat entre guillemets. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des petits coups de mou. Montpellier, c'est un gros coup de mou. On parlait de FC Relance, etc. Pourquoi pas. Mais il reste 14 journées de mémoire, comme l'a dit Fred en off, et je pense que c'est ce qu'il va dire. Dimanche, on est capable de péter Nice. En fait, on n'est jamais cohérent comme équipe. Donc, moi, je laisse le bénéfice du doute, j'attends. Et mars, avril, là, on verra, on fera un point où on en est en Coupe de France, où on en est en championnat, et on parlera peut-être de sprint final ou pas. Mais pour moi, on est encore dans cette course à l'Europe. Oui, on y est, on est placé, on n'est pas très bien placé, mais on y est. Je voudrais juste saluer l'audace de Camille qui nous dit Raji 33 si on joue l'Europe ou pas. Franchement, niveau Prairie, c'est respect. Mais non, mais tu sais que le sprint final c'est vers la fin, que c'est pas. Oui. Pour moi, on joue l'Europe, mais là on est placé, on est là. Après, je veux juste relever un truc, juste une phrase, Camille. Tu parles juste de l'accident Montpellier. Moi, j'ai quand même envie de te dire que les 3 derniers matchs, c'est défaite contre Strasbourg. Mais c'est pas l'accident, Strasbourg c'est meilleur. Oui, mais alors dans ces cas-là, Strasbourg c'est 6-5. Bah Strasbourg c'est meilleur sur le match que tu vois au stadium. Strasbourg c'est 6-5. Non, mais sur le match qu'ils font au stadium, ils sont meilleurs que nous. Ça va finir 7. Ça veut dire que tu mets ces équipes-là avant. Mais ils sont à la course comme nous. Ouais, voilà. Et sur l'instant T, ils étaient meilleurs. Montpellier, c'est un accident. Lens, c'est pas un accident. Ça fait partie des équipes avec lesquelles on se bat. T'as l'impression qu'il y a une espèce de top 5-6 qui est verrouillé, qui ne bougera pas. Et derrière, il y a le fameux wagon dans lequel on essaye d'être et avec lesquels tu. Mais on n'y arrive pas. Si on y est, mais là on commence à. Non, mais oui, voilà. C'est-à-dire que dimanche, dimanche, je vais pas dire que la saison elle se termine dimanche, mais. Dimanche, tu vas savoir. Non plus. C'est des séries, la Ligue 1. Tu perds 2 matchs, tu passes 13e, tu en gagnes 3, tu repasses limite 6e. Donc non, faut pas. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et par contre, arrêtez de dire que la Ligue 1, elle est faible. Bah si, elle l'est. Arrêtez de dire ça. Parce que là maintenant, le wagon 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, on va dire ça comme ça, il est bien plus fort que les années précédentes. Le wagon 3, oui, il y en a un qui joue de la basse. En ce moment là, sur la dynamique, le wagon 3, 4, 5, 6, il est bien plus fort. Dans le 3, 4, 5, 6 si tu veux, mais c'est plus faible parce qu'il y a beaucoup plus d'écart. Par contre, le 17, 18, 16, 17, 18, c'est jamais été aussi faible, je trouve. Oui, mais après, on joue pas ça, quoi. Si, ils sont capables de faire des trucs. Nantes, tu m'excuseras, ça fait pas bander, et pourtant ils arrivent à faire des résultats. Là, on va attaquer une semaine qui pour moi va être capitale, quoi. Dimanche, mercredi, c'est la coupe et dimanche prochain. C'est une semaine qui est capitale pour nos objectifs et dimanche prochain, on saura vraiment ce que le club va jouer parce que tu peux être éliminé de la Coupe de France, tu peux être battu 2 fois et là tu regardes forcément derrière toi. Donc on a regardé un petit peu devant nous, mais s'il faut dimanche prochain, tu regardes derrière toi et ils sont pas si loin que ça au final. Si tu estimes qu'on n'est pas si loin de l'Europe, on peut estimer qu'on est pas si loin. 14 matchs, les gars. Ouais. Mais là, à l'instant T, 10e. Ouais, t'es placé. C'est notre place, je veux dire. Mais la coupe, c'est elle qui va être importante. En vrai, c'est elle qui va. Tu dis, si dimanche on perd Rémi, c'est fini. Tu perds dimanche et tu mets 3-0 à Guingamp. Ta saison n'est pas finie. T'as la coupe encore. Mais de toute façon, la coupe, il faut que ça soit un objectif, ça c'est clair et net. Si nous, c'est pas un objectif pour nous, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Ça deviendra vraiment. Je sais pas si c'est un objectif. Alors oui, bien sûr pour les joueurs, mais tout va dépendre des joueurs qu'on va aussi mettre sur le terrain mercredi. Si tu ne fais pas la Coupe de France en tant que tout le club un objectif, dans ce cas, ça sert à rien. Surtout avec le tableau qu'il y a là qui vient de s'ouvrir, c'est une manière de ramener du palmarès, de ramener une place en Europe, de raconter une histoire, de faire vivre des émotions, de ramener des gens. C'est tout ça. Si toi, en tant que tout football club, tu n'arrives pas à le faire ou à maximiser pour essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France, parce qu'en championnat, on va pas se mentir, pour le moment, ils sont trop. On n'est pas bête. Comme tu l'as dit, le top 6 là, c'est inatteignable. Tu feras peut-être un coup sur un match ou quoi, mais jamais tu vas gagner à Lens. Voilà, c'est ça. Mais tu vas jamais faire top 3 ou podium dans les prochaines saisons. Donc la coupe, tu dois y aller à fond. Et quand tu as un tableau comme ça, là, mais il faut que ça soit objectif 3000% sur la coupe. Alors le problème de ce débat, c'est qu'en fait,
c'est comme a dit Sacha ou comme tu as dit Camille. Il y a 4-5 équipes qui sont cataracte, qui sont au-dessus. Mais non, mais vous êtes tous les deux côte à côte aussi, les deux animateurs. Donc, il y a 5-6 équipes qui sont au-dessus et tu as le reste qui peut tout jouer en fait sur une saison. Tu peux jouer le maintien. Il y a personne qui est capable de dire peut-être que Montpellier, dans 3-4 journées, ils sont sortis. Ils sont en phase de sauvetage. Nous, on peut perdre 3 fois et on se retrouve dans les bas-fonds. C'est la Ligue 1 en fait. Tu peux gagner partout, tu peux perdre partout. Même si, Rémi. C'est quand même, c'est un peu. Il y a une forme d'incohérence dans les résultats quand même, parce que tu n'as personne qui domine vraiment. Personne n'enchaîne 3 victoires d'affilée. Ouais, c'est ça. Sauf nous, il y a quelques. Ouais, mais c'est très rare. C'est des épiphénomènes. Il n'y a personne qui enchaîne. Même Paris. Pas petit, peut-être Paris, mais même eux des fois ça leur arrive. Enfin, les Marseille, les Monaco qui devraient enchaîner, ils n'y arrivent pas. Donc Fred, pour moi, il a totalement raison. Alors, c'est le problème de savoir quelle est notre véritable place. Ouais, sur l'effectif, oui, 10e, 8e à grand maximum. 8e, c'est flatteur. Waouh. 8e, c'est Brest. Non, mais 8. Ah, mais je te dis tous les jours que Brest a un meilleur effectif que nous. J'ai pas dit le contraire. Tous les jours. Je te dis juste que factuellement, 8e, c'est Brest. Parce que j'allais dire, par contre, tous les jours. 8e, tu superformes, comme dit Rémi. 10e, t'es à ta place, quoi, en fait. Ouais, mais tu vois, 10e place, t'as 3 points, 5 points par exemple de la 8e. Et même 10e. Alors après, c'est. 3 points et 5 points de la 7e. Ça dépend sur quoi tu te bases comme comparatif, quoi, ou comme donnée. Si tu prends les budgets, finir 10e, tu superformes, quoi. Oui. Par rapport au budget. Mais c'est ça l'objectif. Hein. Chaque année, c'est l'objectif qui est martyrisé à chaque prise de parole par le club, c'est d'arriver à. Même si tu fais 8 alors que tu es censé être 10, c'est de la surperformance, donc la case elle est cochée. L'effectif restreint, il est pas pour rien non plus, c'est parce que tu as envie de garder ce groupe-là très réduit, de minimiser les risques sur le mercato, de tous les mouvements qui ont été faits. Et bien au final, quand tu arrives à la fin de la phase aller et que tu es 8e, je pense que la balance est plutôt du côté positif largement quand même. On a été en difficulté au début de la saison et on est arrivé à s'en sortir. Et si tu prends dans la continuité de ce qui s'est fait la saison dernière, sur ta place en championnat, tu disais tout à l'heure que la Ligue 1, tout le monde peut tout jouer. On arrive quand même, je trouve, à être une équipe qui se maintient dans cette zone entre 7 et 13, sans faire trop d'écart non plus. On en a parlé au début de saison, Guillaume Rest, il ne mettait pas un pied devant l'autre, on prenait un but sur chaque tir cadré, etc. Mais sur la globale, on arrive à se maintenir dans cette zone-là quand même, et tu sens qu'il ne manque pas beaucoup il manque pas énormément pour franchir le cap au-dessus si on arrive à continuer à travailler comme ça. C'est-à-dire à prendre le peu qu'on a et à arriver à en tirer le meilleur à chaque fois. Il te manquait tes tissus que tu n'avais pas. Non, je vais rejoindre Mehdi, je ne sais pas s'il est toujours là, mais pour aller plus haut, il te faut d'autres joueurs, d'autres types de joueurs. Bah, il t'en faut un peu plus. Non, mais là, par contre, je suis d'accord avec Mehdi. Si il faut une qualité de joueur supplémentaire. Tu les as, même pas avec les titulaires que tu as actuellement. Mais t'en as qu'un. Sur la forme du moment, un beau ne doit jamais être titulaire. Oui, mais t'as personne derrière. Mais voilà, c'est le problème. Mais c'est le problème. Je suis d'accord avec Mehdi sur le contexte, Rémi. Si tu regardes l'effectif du 4e, 5e, donc c'est Lille, Lens, voilà. Tu compares l'effectif de Lille avec le nôtre. En termes de budget, c'est 3-4. Enfin, tu vois, ce sont des joueurs qu'on n'a pas. Mais ça aura des limites, le budget à un moment donné. Oui. Ouais, mais je veux dire, on recrute pas le genre de joueurs que recrute Lille, quoi. Non, on n'a pas les moyens de le faire. Alors les moyens, je ne sais pas si on les a, mais bon, apparemment ils en ont un peu plus que nous. Mais beaucoup plus même. Ils viennent de prendre quelques millions. Voilà. Et tu vois, c'est ça que quand je te dis que la Ligue 1 est faible, c'est qu'aussi il y a un fossé qui se crée. Il y a vraiment les super riches et les super pauvres. Là, j'ai vu hier, je crois que Lille, ils vont prendre rien que sur la qualif. Rien que la qualif, là, je crois qu'ils vont prendre 70 millions. Je crois que Brest va en prendre 53. C'est 2 fois notre budget. Et c'est leur budget de fonctionnement à Brest. Donc voilà. Non, mais après, moi, je suis quand même un peu d'accord avec Camille dans le sens où tu regardes, on a perdu quasiment 2 de nos meilleurs joueurs en défense et notre capitaine au milieu que malgré toutes les critiques qu'il a subies, on n'arrive pas tant à remplacer dans l'apport surtout offensif. Donc ça, pendant tout le mois de décembre, de janvier, ça nous a mis un peu dans la panade et on arrive quand même à être 10e, on était 8e il y a pas si longtemps. On chute mais pas très vite parce que c'est la Ligue 1 et que personne n'arrive à enchaîner. Donc ces retours-là, t'as misé sur un effectif restreint, c'est les risques. Sidibé, on savait qu'il était fragile. Rasmus, ça a duré plus longtemps que prévu. Siro, pareil. Mais voilà, ces retours-là, si tu arrives à avoir ton équipe qui maintenant se connaît, qui a des choses qui se mettent en place, et que
potentiellement tu fais venir 1 ou 2 joueurs dans les dernières heures du mercato, tu peux essayer d'aller plus haut. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il y en a 2 qui ont signé Siro Nicolaisen. Ouais, c'est j'ose pas le dire trop fort, mais UFC Pure Point, il vient de signer. Ouais. Non, mais après, on en veut beaucoup parce qu'on a envie d'y croire et parce que le président, il a des discours qui sont très ambitieux. Donc, c'est sûr qu'on a envie d'y croire. Mais moi, je pense sincèrement que pour le moment, on est dans les temps de passage. Un grand club, ou un plus grand club que ce qu'on est, ça se construit pas en 2 ans. La Coupe de France, la Coupe d'Europe, ça a fait accélérer beaucoup de choses. Tu peux pas, ça se fait pas comme ça. Il y a le contexte économique aussi qui arrive. Les fameux droits TV, c'est pas une légende. Regardez qui recrute en Ligue 1. Il y a pas les gros clubs, ça recrute pas des masses non plus. Donc, je pense que ça joue. Pour le moment, on est bien et peut-être qu'on va surperformer. On va devoir surperformer, mais de toute façon, c'est ce qu'on veut faire de base. C'est ce qui mise de toute façon. Et c'est ce qui mise. Et si tu le fais, parce qu'avec ces joueurs-là qui ont cette expérience, qui ont ce truc-là, Siro Sidibé King par exemple, qui te constitue ta colonne vertébrale, et ben quand ils sont là, c'est quand même, tu voyages quand même un petit peu mieux que quand ils sont pas là. Et grâce à eux, tu arriveras à accrocher peut-être quelque chose à la fin de la saison, parce que derrière, ils ont peut-être pas cette qualité de joueur. Ça sera pas que grâce à eux. Je pense que, comme a dit Rémi, il va falloir une aide extérieure, on va dire. Mais tu n'auras pas de mercato, Fred. Tu vas avoir peut-être un bon qui va arriver, mais ça va être un peu. C'est comme un peu quand on dit que tu n'as pas ton destin entre tes mains. Ça va un peu dépendre des performances d'un Lens. Ah oui, mais totalement. Voilà, c'est. Rennes déjà qui a la rapinette. Moi, Rennes, je les mettais dans le top 6 en début de saison. Je pense que, après, moi, ça me choquerait pas de voir Rennes repasser devant nous à un moment donné. Non. Oui, dans la logique des choses, je regardais le classement. Rennes et Reims, pour moi, c'est 2 équipes. C'est pas scandaleux de dire qu'ils ont un effectif qui sont meilleurs que les nôtres. Oui, mais après, est-ce que tu produis ? Et nous, ce qu'on produit. Non, mais voilà, c'est pas scandaleux de les imaginer devant nous. Bien sûr. Bien sûr. Je peux intervenir ou pas, les gars ? Oui. Toi, plaisir. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je pense que dans Fredo, oui, Léo bat. Non, je déconne. De quoi ? Les hauts bas en Ligue 1, justement, nous, on cherche à les limiter. Oui. Depuis 2 ans, il y a des progressions au classement. Je pense que cette année, on sera encore dans les eaux qu'on s'est fixées. On est en train, nous, de créer justement une régularité que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas. Voilà. On voit même Rennes cette année est un peu plus bas. Rennes a des hauts et des bas. Nous, c'est pas le cas. Ensuite, sur la question du budget, nous, le budget, il augmente tous les ans. On se plaint des pon-pon girls, des trucs, des machins, mais c'est pour avoir plus de pognon et pouvoir espérer plus de choses. Alors, quelles sont les ambitions ? C'est sûr que si on veut aller chercher le haut, c'est peut-être pas le club que nous, les supporters de base, on souhaite sur certaines images. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils font ça et on nous laisse la liberté à nous de vivre le foot comme on le souhaite, eh ben qu'ils le fassent, parce que si c'est pour le bien pour le club, eh ben qu'ils le fassent, quoi. Voilà, et c'est comme ça aussi que tu augmentes ton budget en dégageant toi des revenus, et après en dégageant toi-même des revenus, et après pas forcément que sur les droits télé ou tes places dans les championnats, acquérir une certaine régularité. Ça, Mehdi, juste ne pas être engagé en fin de saison, et je pense que ça, on le fait, quoi. Ça, Mehdi, juste 2 secondes pour rebondir sur ça. Comoli, il a bien compris qu'il fallait arrêter de miser sur les droits TV et la vente des joueurs. Il veut essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Il s'en est protégé, en tout cas. Sauf mais on va pas s'en sortir comme ça. La preuve, Mawissa, s'il est parti, c'est parce que voilà. Mais il va chercher d'autres trucs, le fameux grand stade, etc. Par exemple, c'est peut-être aussi dans cette idée-là, qu'il le fasse bien ou pas bien, ça c'est encore un autre débat. Mais il a compris qu'il fallait chercher de l'argent autrement que les droits TV et les joueurs. C'était quoi le projet de base ? Jouer régulièrement la Coupe d'Europe à partir de la saison 2026-2027 ? Oui. On verra en fin de saison, mais après 3 saisons de Ligue 1, je pense qu'on sera là où on devait être, et là où le projet devait nous mener, en fait. Si on parle juste de chiffres et d'attentes, en termes purement comptables, on y sera. Dans les tribunes, dans tout ce qui est fait autour du club, on y est aussi. La seule chose qui peut nous chagriner, c'est ce que dégage cette équipe sur le terrain. Sans parler du niveau, parce que le niveau est là. J'ai entendu dire que Strasbourg était meilleur que nous. Non, moi je trouve ça complètement faux. Je pense qu'on était bien meilleur que Strasbourg, et que c'était parce que, comme on l'a évoqué déjà contre Montpellier, on est chiant à mourir, on est un peu monotone, même si on est supérieur, il nous a manqué le petit supplément d'âme pour gagner, qui parfois peut servir et qu'on n'a pas forcément. Mais si on parle purement
en termes de maîtrise de jeu, de purement football, on était meilleur que Strasbourg. Et on est meilleur que Strasbourg, je pense. Je suis pas d'accord. Voilà, mais il nous manque collectivement, on est bien meilleur que Strasbourg. Eux ont plus d'individualité et sont meilleurs que nous sur certaines choses, mais pour moi, on est une meilleure équipe que Strasbourg. Alors, je sais pas si j'ai manqué des émissions, mais je crois qu'on l'a déjà fait dans le débrief de Strasbourg. Non, je me rappelle plus. Excuse-moi, Mehdi. On n'était pas là avec Mehdi. Non, mais c'était la même chose contre Montpellier. Mais moi, j'étais pas là, mais c'est la même chose contre Montpellier. Il y a beaucoup d'équipes. Ah, on est supérieur. Oui, il nous manque le petit quelque chose parce qu'on a peut-être de moins bons joueurs et on en revient à la qualité de l'effectif. Bah écoute, moi, pour avoir revu le match après derrière en replay, je nous trouve meilleur que ça. Voilà, meilleur collectivement. Mais on a de moins bons joueurs, mais on est meilleur collectivement. Et ce qui nous permet d'être stable et on tire encore une fois le meilleur de ce qu'on peut faire et le coach tire le meilleur de cet effectif-là, quoi. Voilà, et puis oui, il nous manque peut-être 2-3 choses pour passer les paliers. Et on les passe, tant mieux, et on les passe pas. Et tant que c'est pas la catastrophe, c'est pas grave. Et puis, voilà, il reste cette coupe d'Europe-là. Là, il reste la Coupe de France, pardon, qui sera peut-être ouais, mais parce que pour moi, ça va être alors, bon, ça dépend, parce qu'il y a toujours le PSG, c'est toujours complément, mais ça restera le kiff et j'espère vraiment que l'aventure va continuer, sinon la fin de saison elle va être longue, parce que si tu bats pas Nice, clairement la saison de championnat elle est finie. Non, moi, je suis pas d'accord. Terminée. Non, mais dis pas. Elle est complètement terminée. Pas très journée. Mais bien sûr que si, c'est terminé. Tu raccrocheras pas le wagon des 6. Tu pourras aller peut-être 7, parce que mais les 6 premiers ils seront trop loin. Tu seras. Ça a toujours été l'objectif, la 7 chez moi. 7, ça suffit. Hein. Si on gagne pas la Coupe de France, c'est Paris ou Lille qui la gagne, t'es européen, c'est bon. Oui. Le championnat sera pas fini. Tu peux pas dire qu'il est fini après 2 ans après la moitié. Non, mais bon, tu joues Paris derrière, tu peux te retrouver rapidement à 8 ou 10 points. 8 ou 10 poins, ça risque d'être compliqué. Quand tu joues le maintien, 8 ou 10 points, et tu as une bonne période, tu recolles, mais les Européens, ils vont quand même un peu plus vite. Quoi. Non, la semaine qui arrive, là, il faudrait pas. Non, mais la semaine qui arrive, mais clairement. Elle est capitale, quoi. Ah ben ça, Fredo, je suis d'accord, tu l'as dit tout à l'heure, c'est capital. Tu bannis ces Guingamp, tu te relances complètement pour la fin de saison. Si tu perds les deux, ça peut être très 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 long. Voilà, surtout que tu as encore... il nous reste le PSG, Marseille à jouer. Vous faites un bien meilleur travail que DAZN pour vendre les matchs de la Ligue 1. C'est exceptionnel. Vincent, est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux ? Oui, on a Fumo qui nous dit que le retour du FC Relance du week-end dernier l'a un petit peu refroidi, mais qu'il est persuadé que les absences depuis mi-décembre nous ont mis dans la merde bien comme il faut. Il parle de Siro Nicolaisen Sidibé. Pour Olivier, on a notre place comme les années précédentes, et pour GFAK 1, on doit viser la 7e place. J'ai envie de dire, GFAK, je t'offre pas un restaurant par contre. Si tu nous écoutes, moi c'est avec Camille que j'ai parié, pas avec toi. Écoute, lâche un sub, on en discute après. Lâche un gros sub parce que le resto c'est quoi, c'est 15 balles minimum. 5 subs par là, voilà. Allez, on t'a dit si on achète un téléphone à Mehdi pour qu'on entende mieux. Oh non, je pense que c'est les câbles qui merdent Willy pour rien. Juste désolé, je me permets, j'ai un message de Yves. Sacha, ta gueule. Wow, super, merci Mehdi. Une spéciale dédicace à Quentin, qui est un chanteur des Upright, qui nous écoute depuis Bordeaux. Voilà, Yves qui s'est fait reconnaître à la voix hier lors d'un concert. Donc il me demande qu'on lui fasse une dédicace, on lui fait la dédicace. Beaucoup. Et j'espère qu'il pense aussi qu'on sera européen ou 7e. J'ai rien compris à ce que tu as dit. On fait une dédicace à un joueur. T'écouteras le replay. Oui, les replays à travers lire. Feuille de match worldwide. Waouh. J'ai quand même l'impression que ce qui ressort de tout ce débat là, c'est qu'au final, même si on est à notre place, on vise mieux, et c'est normal de viser mieux vu la manière qu'on a de travailler, et qu'on pourra peut-être y arriver, en sachant que, même si Rémi, ça va pas te plaire ce que je dis, il y a des chiffres, il y a des productions offensives qui laissent à désirer, et j'ai tendance à penser que comme en début de saison, on prenait un tir cadré, un but, ça va pas durer, le manque d'efficacité dans l'autre surface, il va peut-être pas durer non plus pendant 6 mois encore, et que peut-être qu'à un moment, on arrivera à marquer ces 1 ou 2 buts qu'il faut quand on tape la barre ou qu'on manque des têtes à bout portant. T'attends une réaction de ma part là, c'est ça? Non, c'est vrai qu'on a vu passer. Non, mais oui, vas-y, je t'en prie. J'ai peur que tu me. Non, je suis un gentil garçon. Si c'est bon pour toi, on peut enchaîner. Non, je suis un gentil garçon, il n'y a pas de souci. Allez. Merci pour ce débat, les gars. Franchement, la semaine de la hype qui arrive, la semaine à 3 matchs, la semaine exceptionnelle qui va décider de la saison du TFC. C'est la semaine de tous les dangers. Arrêtez, Camille. Arrêtez, il y a 0 danger. Il reste 13 journées, Guingamp, on va les torcher mercredi, on sera en quart de finale. Et tu sais quoi, Camille, j'espère que tu es là vendredi, Camille. Alors,
Je ne souhaite pas de perdre. Attention, je ne souhaite pas de perdre contre Guingamp. C'est ce que tu es en train de dire quand même. Je préfère le dire. Mais si jamais, ça serait horrible de perdre contre. Oui. Il me tarde de faire le débrief avec toi quand même. Eh ben, je serai lucide. Mais Guingamp, tu dois les enchaîner. Il n'y a aucune raison de perdre. Attention. Rajoutez le match à Auxerre aussi, les gars. Oui, non, mais voilà. Auxerre, c'est pas pareil. Il y a 10 jours là. Si on perd 3 matchs, on descend. Je vous le dis direct. Non, mais il faudra aussi voir ce qu'on fait dimanche. Moi, quand je parlais de semaine, c'était dimanche, mercredi, dimanche. Auxerre, ça va être dur. On est d'accord, mon Fredo. C'est la semaine qui dure 10 jours. Voilà, c'est ça. Le Fredo, il est pour la semaine à 10 jours. Voilà. Ouais, c'est notre Roland Courbis. Ça fait une semaine à 3 matchs. Ça vaut ses impôts, ça déconne. Bon, allez, on va enchaîner avant que ça parte trop. Merci, Mehdi. Dans tous les sens, dans tous les cas, on reparlera de cette fameuse semaine de la mort la semaine prochaine dans l'émission. Si on perd, ça Guingamp. Et si vous voulez vous motiver pour suivre tout ça, continuez à vous abonner à la feuille de match, à donner vos avis dans les commentaires. C'était un super débat, mais il faut enchaîner, messieurs, sinon ça va vraiment partir en vrille. On va passer à la présentation de TFC OGC Nice, en commençant par le commencement de cette semaine de la mort. Le premier match, c'est demain. TFC Nice, c'est dimanche que ça se passe et attention, c'est pas dans le multiplex, c'est pas à 17h15 comme ce qu'on a l'habitude de voir, c'est à 15h. On en a parlé tout à l'heure pour faire l'enchaînement avec les filles, mais voilà, on joue en dehors du multiplex, donc il faudra venir au stadium un petit peu plus tôt. Vers 11h. Ouais, c'est ça. Si vous avez l'envie. Je dis pas que j'y serai, mais je vous invite à le faire. On parle d'une affluence autour de 24-25 000 de monde qui devrait être présent au stadium. Donc un bel enchaînement après le match de Montpellier où il y avait des prix qui étaient un petit peu en baisse. On espère que ça va redonner le sourire aux gens, le match de dimanche, parce qu'il faut retrouver des résultats. Et il y a une info quand même j'ai envie d'avoir votre avis avant qu'on accueille notre supporter niçois, c'est la suspension de Charlie Cresswell qui sera donc pas là pour ce match. Tout à l'heure, Vincent, tu disais que Nicolas Hyssen était peut-être déjà prévu pour être de retour dans le groupe ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait avec cette défense rapidement, en quelques mots? Mais Rasmus, si tu veux. Personne ne voit Agdad, quoi. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Et puis le problème, c'est même, j'allais plus loin. Si Hiro n'est pas apte, est-ce que tu as d'autres choix que remettre quand même au milieu, vu qu'on n'a plus Jean-Ro? Mais tu as la recrue qui va arriver. Ouais, mais oui, est-ce que ça sera validé pour jouer là? Non, c'est la merde. Hein. Je l'avais pas, cette suspension-là. Je l'avais oublié. Mais alors, ça change tout, les gars. Ouais. La semaine de tous les dangers. Hein. Et non, parce qu'il sera reposé pour mercredi. Il mettra des buts de la tête, c'est ça, Guingamp. La défense, c'est compliqué. Hein. Pour moi, Nico, Mackenzie, Canvo. Mais du coup, et au milieu, Zayt, l'autre, voilà, l'autre là, oui. Toi, t'as choisi entre Agdag ou Zayt. C'était moins pire de mettre Zayt au milieu qu'Agdag derrière. Je sais pas, parce que le milieu niçois, c'est costaud quand même. Et ça, cet effectif-là, vous imaginez terminer 7ème. Ok, alors on passe à 4 derrière, c'est bon. On met Soiseau, on fait quelque chose. C'est possible. Hein. Il n'a pas fait. Il y a plusieurs fois où il pouvait le faire, il n'a pas fait. Mais c'est vrai qu'il avait un effectif plus large aussi. Donc là, pour le coup, c'est un vrai dilemme. Est-ce que c'était du coup un coup de bluff aussi de dire en conférence de presse du coup, la com sur le retour de Nicolas Hyssen, je l'avais pas vu comme ça. Mais alors, c'est un gros coup de com pour calmer tout le monde. Parce que je le vois pas une seule seconde titulaire. Hein. Après, s'il a bien repris, qu'ils l'ont bien préparé. Tu sais, on sait pas ce qu'il a eu. Il devait avoir 2 mois, il a fait 4 mois. Au final, bon. Peut-être qu'il sera prêt pour commencer. Même s'il reprend un entraînement ou deux avec le cachette, on sait pas. Dans quel état il va être contre un mur dans un coin. Je sais pas, mais Agdad, j'en veux pas. Je préfère mettre Zayt. Ça me paraît risqué. Hein. Ce sera forcément un casse-tête pour le coach. On est en panne de défenseurs là sur ce match. Ouais. Donc on verra bien ce qui se passe. On va quand même parler un petit peu de l'équipe de Nice qu'on va affronter avec notre invité qui est au téléphone avec nous. Normalement, il devrait nous entendre. C'est Pancho. Salut Pancho. Pardonado. Grave. Allô, oui. Ouais. Bonsoir. Ça va? Ouais, impeccable, et vous? Bah écoute, pour l'instant ça va, on espère que ça ira mieux dimanche soir ou lundi même. Rémi, ça va pas. Pas te mentir, mais en tout cas merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et aussi nous parler de ce qui se passe du côté du Space, le club Pancho? Alors, Julien, Pancho sur les réseaux, j'ai une émission en direct sur YouTube qui s'appelle le Club Pancho et qui fait des débriefs de match, analyse, on va dire, de l'actualité. Depuis maintenant, c'est la quatrième saison. Donc,
Ouais, c'est pas un space, mais on essaye de faire le plus possible de direct et de traiter l'actualité du gym semaine après semaine. Bah écoute, merci pour ces précisions. On aura les liens qui traînent. On invite tout le monde à aller faire un tour de ce côté-là si jamais on veut en apprendre plus sur l'OGC Nice. Alors, on va parler de ton équipe, mais forcément, d'un point de vue extérieur, la question qui me brûle les lèvres et la première que j'ai envie de te poser, c'est celle que tout le monde se pose. Nous, on va vous jouer là dans le cadre de la Ligue 1, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de production et de résultats de l'OGC Nice entre le championnat et la Coupe d'Europe ? On a joué à la Coupe d'Europe, je sais pas. Non. C'est parce que c'est la nouvelle formule en fait. Vous n'avez pas compris la nouvelle formule, je pense. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est sans doute ça, la nouvelle formule. C'était une erreur. Non, mais en fait, je suis même pas sûr qu'il y avait un gym différent en Europe qu'en championnat. C'est juste c'est multifactoriel en fait. C'est clair qu'on n'a pas mis l'intensité nécessaire et peut-être qu'effectivement en Ligue 1, faire un match, un demi-match bon te suffit des fois à remporter une rencontre. En Europe, ça pardonne pas. On n'a pas été au rendez-vous. Il y a eu des matchs bascules. Je pense notamment au premier match contre la Real Sociedad où tu peux l'emporter parce que tu es au-dessus, tu peux rater un penalty. Il y a ce match contre Twente aussi où si le match dure 7 minutes de plus, peut-être que tu renverses la vapeur et tu gagnes 3-2. Les blessures, naturellement, vous en avez parlé pour vous. On n'a pas été épargné avec des périodes où en fait les membres du staff étaient obligés de combler le manque de joueurs pour faire le nombre à l'entraînement. Mais clairement, c'est clair que c'est une campagne qui est absolument catastrophique. Se farcir 34 matchs l'année dernière de Farioli pour se qualifier en Europe et pour pondre ça, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ce qui est très très compliqué au-delà du fait que on soit 35e sur 36, c'est que en fait on est régulièrement européen, on se targue effectivement d'être régulier en ces coupes d'Europe, mais on ne progresse pas année après année. Et ça, c'est notamment, je pense, un problème aussi de stabilité d'effectifs, stabilité d'entraîneur aussi, où là tu le payes en fait sur la progression du club en Europe. Bah écoute, merci pour cette analyse. Bon, forcément, ton discours il est pas très positif, mais si on regarde au global un petit peu, on a passé la mi-saison là, on a passé la phase allée de la Ligue 1. Si on prend un petit peu toutes les composantes, qu'on regarde la Coupe d'Europe, la Coupe de France, la Ligue 1, on a passé la moitié de la saison. Comment tu juges ? C'est quoi le premier bilan que tu fais sur la saison de Nice ? C'est positif quand même parce que je trouve que la patte Aise, elle est quand même bien présente et elle a mis quand même on va dire quelques semaines à se mettre en œuvre. C'est normal, changement de style, changement d'approche, beaucoup plus de pressing, beaucoup plus de courses, des nouveaux joueurs aussi, un nouveau système à adopter. En tout cas, c'est sûr qu'on voit du jeu, on voit du spectacle, on marque plus de buts. Je crois qu'actuellement on est la 3e meilleure attaque du championnat, on en encaisse plus aussi, on est plus friable derrière. Donc moi je dirais que c'est quand même positif. Après c'est sûr que lorsqu'on prend en compte la saison, on peut pas omettre le fait qu'il y a eu la Coupe d'Europe et que ça a été très très compliqué. Maintenant on est 4e actuellement, on joue c'est un 8e de finale, 8e contre le Stade Briochin mercredi prochain. Il y a donc une place à se faire dans ce tableau parce qu'il y a beaucoup d'équipes importantes qui sont tombées. Donc en fait, pour l'instant, c'est positif. Hein. Franchement, on va pas se le gâcher. Et surtout, là, je parle en tant que romantique de ce sport-là. On voit du spectacle, c'est-à-dire on vit des émotions, on voit des buts. Et quand on aime ce sport-là, c'est quand même la base de tout. J'ai regardé un peu vos stats. Là, je vois que vous êtes à l'équilibre, hein, quasiment autant de buts marqués qu'autant de buts encaissés. Bon, vous avez une très bonne défense, mais vous avez marqué autant de buts que Montpellier, donc je ne sais pas quel regard vous avez sur votre saison. On va dire qu'en termes de spectacle, il ne faut pas s'attendre à grand-chose pour dimanche en termes d'émotion sur le terrain, quoi. Ben voilà, donc ça c'est vrai que pour le coup cette saison nous on est chanceux par rapport à ça et on espère bien sûr j'espère que Aise restera, on va dire, une année supplémentaire, voire peut-être une autre parce qu'on l'annonce ailleurs. J'espère que Bay va faire le taf du côté de Rennes parce que derrière ça va nous... Voilà. Mais non, honnêtement positif. Si tu veux mettre une note actuellement, si la saison s'arrêtait maintenant, en championnat, c'est bien
va dire 7, 7,5 sur 10. Donc c'est pas dégueu, on va dire. Alors justement, tu nous as parlé de cette 4e place. Il y a aussi la Coupe de France contre un petit. C'est quoi les objectifs là, que ce soit du côté des dirigeants ou ce que les supporters espèrent pour cette deuxième partie de saison? Qu'est-ce que ça joue, Nice? Ça va chercher avec des champions? Ça met tout sur la coupe? Ça a la capacité de jouer sur les deux tableaux, en tout cas, cette année, parce qu'on a récupéré des blessés. On a une profondeur d'effectifs qu'on a rarement eu on va dire en tant que à Nice, quoi. Donc t'as la profondeur derrière, devant, au milieu, les postes sont doublés voire triplés. La Coupe d'Europe s'est terminée, donc on n'a plus l'excuse du match en semaine pour perdre de l'énergie. Il faut laver l'affront aussi de 2022 parce qu'on fait finale contre Nantes. Vous nous avez rendu service l'année qui a suivi, mais nous on aimerait quand même gratter un petit trophée parce que ça commence à dater. 97, la dernière Coupe de France. Si on enlève la Gambardella 2012, il y a la possibilité, je pense, de vivre une épopée en Coupe de France, et surtout lorsqu'on voit, on va dire, Francaise et on va dire comment il prépare ses matchs. On sait que sur un match, il peut renverser une grosse équipe. On gagne contre Monaco, on gagne contre Marseille cette saison, on fait nul contre le Paris Saint-Germain, on gagne à Brest. Donc on a quand même des bons résultats, je pense, contre des équipes importantes de ce championnat. On gagne contre Rennes, même si cette saison c'est un peu compliqué aussi. Mais clairement, en tout cas, là on n'a plus d'excuses. En fait, les deux compétitions, il faut les jouer à 100%. Et l'objectif fixé pour le championnat, c'est être européen. Voilà, être européen. Donc c'est. Pourquoi faire? Non, mais c'est vrai. Bonne question. Non, mais c'est clair, bonne question. De toute manière, il va falloir qu'on progresse tôt ou tard. Sinon, oui, parce que t'as été la risée de l'Europe. Mais non, mais c'est vrai, il y a deux Nice. Moi, Nice 4e qui propose ce football et ce Nice-là avant-dernier en Europa League, c'est incompréhensible. Même si t'as fait tourner ou quoi, incompréhensible. Ouais, non mais c'est encore plus, je pense, mis en perspective lorsqu'on regarde en fait les résultats des autres équipes. Oui, bien sûr. T'as d'autres équipes qualifiées qui, sur le papier, en fait, sont pas spécifiquement supérieures à toi. Le parcours de Brest, il est incroyable. Lille, n'en parlons même pas. Bon, Paris, Monaco, je les mets à part parce que c'est des cylindrées qui sont un peu plus importantes. Lyon, qui fait top 8 en Europa League. Donc c'est ça en fait qui est encore plus compliqué, c'est qu'on les autres équipes. Ben voilà, c'est ça, c'est que les autres équipes françaises, elles ont répondu présent, et nous, c'est même pas qu'on n'a pas répondu présent, c'est qu'on on n'a pas gagné un match. Donc je sais pas s'il y a vraiment deux Nice. J'ai pas la même lecture. J'ai surtout l'impression que la Coupe d'Europe, même si tu joues Ferencváros ou Bodo Glimt ou Elfsborg, même si sur le papier ça se joue sur peut-être des détails, et des fois c'est pas uniquement des détails, on va dire tactiques, techniques. Des fois c'était trop scolaire et le mental ou l'intensité physique n'était pas tout le temps au rendez-vous. Donc on verra, et puis l'année prochaine on essaiera de faire mieux. Ça, c'est pas compliqué, mais bon. Juste avant qu'on passe au pronostic, niveau effectif, si on revient sur le match de dimanche, est-ce qu'il y a eu du mouvement niveau mercato? Est-ce qu'il y a des blessés, des suspendus? C'est quelle équipe de Nice qu'on va recevoir? Une équipe en pleine confiance, une équipe qui depuis 2025 gagne malgré cette défaite à Lille regrettable, mais qui, je trouve, a trouvé un équilibre dans son système de jeu, qu'on joue à 3 derrière ou à 4. Je la trouve beaucoup plus, on va dire, accomplie dans sa maîtrise tactique. Donc on a récupéré des forces vives. Dante de retour. On a récupéré un Youssouf Enechimi derrière. Donc honnêtement, dans la saison, je trouve que c'est notre meilleure période, et surtout on sort notre match référence contre Marseille la semaine dernière, et on a ajouté donc Baptiste Santamaria en prêt venu de Rennes, un braquage financier, soit dit en passant, parce que prêt sans obligation d'achat,
prise en charge d'une partie du salaire du Stade Rennais et l'option d'achat, je crois qu'elle est aux alentours de 3 millions d'euros. Est-ce que, je suis désolé, le temps nous presse, est-ce que je peux te demander rapidement ton prono pour le match de dimanche avant qu'on se quitte? C'est jamais évident de gagner chez vous, mais je nous vois quand même au-dessus sur ce match-là. Je mets une petite victoire 2-0 du gym. Allez. Écoute, c'est en toute amitié que je te dis que j'espère que tu vas te tromper. Mais en tout cas, on te remercie d'être passé nous voir dans l'émission. On invite tout notre public à aller voir ce que tu fais aussi. Et puis on se dit, j'espère à bientôt. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette 346e feuille de match. Le replay arrive, le podcast. Merci d'être avec nous chaque semaine. On se donne rendez-vous dimanche au stade. Prenez soin de vous tout le monde. Ciao.